Stéphane Bureau. Bonjour Stéphane. Salut Mario. Il y a énormément à dire sur ce passage remarqué de M. Trump hier aux Nations Unies avec escalier roulant défectueux, téléprompteur défectueux. Mais j'ai l'impression qu'en Europe, on n'aura pas, là où tu te trouves, on n'aura pas tellement aimé son discours parce qu'il n'y a pas grand-chose de positif pour les amis de l'Europe, là. Non, pas grand-chose de positif pour les Européens qui étaient clairement dans son collimateur et effectivement, ça a commencé avec deux bris techniques. L'escalator, comme on dit à Paris, l'escalier roulant qui était défectueux, puis le prompteur, comme on dit aussi à Paris, le télésouffleur. Et quand tu invites à la tribune le premier contributeur au budget de l'ONU, t'espères que ça va fonctionner. C'est devenu rapidement la métaphore qu'a filé le président pour dire qu'il y a un problème avec les Nations Unies, il y a un problème avec le multilatéralisme. Par contre, le téléprompteur, finalement, c'était la Maison-Blanche qui le gérait, semble-t-il. C'est la Maison-Blanche, donc, qui clairement, à ce moment-là, avait un problème et a mal choisi le moment pour que ça soit défectueux. Sinon, ça a bien servi la parole présidentielle parce que le président voulait, dans les circonstances, dire les Nations Unies, c'est quoi cette affaire qui ne fonctionne pas, a ajouté évidemment l'insulte à l'injure en précisant que les changements climatiques, c'était la plus grande arnaque de tous les temps, comme l'est d'ailleurs la transition verte. Ça ressemblait pour beaucoup, je ne sais pas si tu t'en souviens, au printemps dernier, même à l'hiver dernier, quand J.D. Vance était sorti pour la première fois en Europe, la conférence sur la sécurité à Munich, et qui avait fait la morale aux Européens en leur disant vous appliquez la censure, il n'y a pas de liberté d'expression, vos frontières sont poreuses et vous êtes en train de diluer votre culture. Ben, la version 3.0 de ça, c'était Trump qui la donnait hier à l'Assemblée générale des Nations unies, avec toujours la même méthode. Hein. D'abord, la sidération, la stupéfaction, parce que tu écoutes ça, tu te dis c'est pas sérieux, il n'est pas en train de dire que les changements climatiques, c'est complètement bidon. La réponse, c'est oui. Pour ensuite, évidemment, ajouter, vous êtes en Europe en train de vous tirer dans le pied avec cette transition verte qui va vous coûter très cher. D'ailleurs, vous devriez rapidement vous résigner à l'idée d'acheter notre gaz liquéfié parce qu'en achetant de l'énergie russe, il le rappelle régulièrement, vous contribuez à la caisse du Kremlin, donc vous ne faites rien pour ralentir la guerre en Ukraine. Et là-dessus, il met le doigt sur un bobo quand même. Là. Il met certainement le doigt sur un bobo. Sinon, parce que ça m'intéresse depuis un certain temps, cette position vraiment idéologique du président Trump sur la question des énergies renouvelables. Tu l'auras compris, comme un Don Quichotte, il se bat contre les éoliennes et il se bat aussi contre le solaire dans un contexte où la demande d'électricité aux États-Unis va exploser, a déjà commencé à augmenter substantiellement et où les sources pour produire de l'électricité sont pas si nombreuses. Alors, on en a souvent parlé, toi et moi. Construire une centrale nucléaire, parce qu'il est très favorable à ça, c'est ce qu'il disait d'ailleurs aux Européens. Que faites-vous en fermant vos centrales nucléaires, comme les Allemands l'ont fait? Alors, c'est une idée, mais ça prend du temps. Même les petites centrales, ça prend du temps. Alors que le déploiement de l'énergie solaire, d'abord, est de plus en plus compétitif et se fait beaucoup plus rapidement. Le seul problème, c'est que les Américains, comme une partie, sinon l'essentiel de l'Occident, ont peu ou mal visé dans ce secteur et aujourd'hui, il est pas mal contrôlé par la Chine. Et quand tu achètes la technologie, tu achètes souvent de la technologie chinoise, des panneaux chinois, ça déplaît souverainement au père Trump. Donc là, il y a quant à moi, de la part de Trump, c'est plus qu'un angle mort, c'est un déficit face à la réalité. Il n'est pas capable de la voir parce qu'idéologiquement, c'est payant pour lui de dire ce qu'il dit à ses électeurs, comme c'était payant de nier les changements climatiques et de ridiculiser les Européens, même si, dans le fond, ce n'est qu'une manœuvre politique qui vise à flatter, encore une fois, sa base dans le sens du poil. Mais quand il pointe les enjeux d'immigration, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, en Europe, il y a plein de leaders qui ne sont pas sous l'écran radar, mais qui n'ont pas le succès dans la représentation qui est la leur, qui correspond à leur base électorale. Alors, c'est vrai de Nigel Farage en Angleterre, c'est vrai d'une certaine manière du Rassemblement national qui pèse pour à peu près 35% des électeurs. Il est très loin de son rêve présidentiel parce que systématiquement, tous les partis de l'extrême gauche à la droite traditionnelle s'unissent pour leur bloquer le passage. Il y a deux endroits où les choses ont changé, la Slovaquie
Et puis la Hongrie, depuis 10 ou 11 ans, puis évidemment, le régime d'Orban est toujours montré du doigt comme l'incarnation de la pire des dérives autoritaires, ce qui n'est pas totalement faux non plus, mais pour l'essentiel, Orban est à peu près ou a à peu près été élu sur des bases démocratiques. Mais ce que dit Trump, c'est qu'une déferlante qui guette, c'est un peu ce que disait J.D. Vance quand il était venu à des chefs de gouvernement, à des hauts fonctionnaires qui se refusent de voir qu'il y a une partie importante de leur électorat qui est en rupture de banc avec eux. Et je pense que c'était l'intention de Trump hier, provocation, et en même temps d'annoncer qu'il se passait des choses ou se passerait des choses en Europe, quelle qu'en soit la volonté de ceux qui sont présentement aux commandes. Et ça a créé une onde de choc, disons-le. Ce matin, je te parle de l'aéroport, on sera demain ensemble, mais ce matin, sur le plateau où je travaille, les visages étaient longs. Ils se demandaient quel genre de rouleau compresseur leur était passé dessus. Stéphane, il y a quand même plusieurs choses dans la journée d'hier que Trump a dites qui vont dans le sens qu'il s'impatiente avec Poutine. Là, il a recommandé, d'ailleurs, il a dit aux pays de l'OTAN, si vous avez des avions russes ou des drones russes qui survolent votre territoire, abattez-les. Donc, il a pris la position qu'on pourrait appeler radicale sur cette question-là. Il a dit que l'Ukraine, avec l'appui des alliés, pourrait regagner son territoire. Il a lancé dans le discours un avertissement à Poutine. Il a dit aux pays européens de ne plus acheter son pétrole. Mais quand tu mets ça bout à bout, moi, j'interprète ça comme une impatience là, envers Poutine. Maintenant, la question, est-ce qu'on le prend? Est-ce qu'en Russie, on prend encore Trump au sérieux ou les menaces de Trump au sérieux? C'est difficile, sinon que la dernière fois qu'il a vraiment menacé, au mois d'août, quand il a fixé un horizon de 10 jours pour imposer des sanctions, soudainement, le Kremlin a accepté un sommet. Soudainement, le Kremlin s'est mis à parler et à réagir aux menaces de Donald Trump. Est-ce qu'il pourrait changer d'avis? Certainement, parce qu'il est très versatile. Puis sur la question des avions russes qui pourraient être abattus, où il aurait donné son feu vert, il faut voir qu'un peu plus tard, quand on lui a posé la question, mais est-ce que ça signifie que vous seriez prêt, vous, à remplir derrière s'il fallait qu'on abatte un avion russe? Il a dit que ça dépend des circonstances. Et moi, je demeure convaincu de ce dont on parlait hier. Dans un premier temps, il n'est pas dupe que les Européens, évidemment, font de gros efforts pour ramener Trump en Europe, pour faire en sorte qu'il soit à leur côté et qu'il n'y a pas un hasard entre la communication intelligente et bien faite sur ces incidents de violation de l'espace aérien, parce que c'est déjà arrivé, mais que ça se passait plus discrètement, qu'on ne faisait pas la publicité qu'on fait présentement. Donc, je pense qu'il y a une volonté de faire en sorte que Trump soit lié à l'Europe. Et puis, hier, je n'ai pas entendu là-dessus qu'il changeait d'opinion. Ce qu'il dit, c'est, les Russes pourraient être surpris, pourraient perdre même le territoire qu'ils ont conquis. C'est un Trump froissé, fripé même, dans son amour-propre, qui n'a pas pu livrer ce qu'il pensait être capable de livrer. Déçu, dit-il, de la parole de celui avec lequel il pensait aussi avoir une bonne relation. D'ailleurs, c'était assez candide hein, dans son discours. Là. Il a dit, je pensais que ce serait le conflit je pensais que c'est le conflit le plus facile à régler à cause de ma bonne relation avec Poutine. Puis donc, cette déception-là, il l'a livrée avec une certaine candeur là, devant l'Assemblée de l'ONU. Qu'il a souvent, d'ailleurs, c'est désarmant parce qu'il y a un flux de conscience, que ce soit quand il parle du Tylenol ou de ses relations avec Poutine, il y a comme une espèce de moment où tu te dis, mais est-ce qu'il y a vraiment dit ça? La réponse, c'est oui. Mais je ne crois pas. Ce qu'il va vouloir faire, c'est de s'assurer de ne jamais être responsable d'une débandade s'il devait y en avoir une du côté ukrainien, parce qu'il ne veut pas porter cette responsabilité publiquement. Et quand il dit les Ukrainiens vont peut-être reprendre l'initiative et écraser les Russes, je pense qu'il y a une partie là-dedans de bravade, son orgueil qui a été certainement foulé aux pieds. Mais la stratégie des Américains, c'est le désinvestissement de l'Europe et de dire aux Européens, écoutez, vous avez les moyens, vous êtes bons, occupez-vous de l'Ukraine, on vous fait confiance. Et quand il prend cette position maximaliste, si un avion russe violait l'espace aérien, on peut l'abattre. D'abord, il dit ce que les Turcs ont déjà fait, mais plus encore, il donne aux Européens la responsabilité de vivre aussi un peu avec les conséquences. Parce que quand il dit derrière, ça dépendra des circonstances, il se donne une marge pour interpréter le geste. Et donc, s'il fallait que ça arrive, dire,
Oui, mais peut-être que ça a été fait sur un coup de tête. Peut-être que ça n'a pas été fait dans les conditions optimales. Donc, si ça devait dégénérer, est-ce que les États-Unis se sentiraient liés? D'ailleurs, est-ce que les États-Unis, en l'occurrence, se sentent en ce moment, par exemple, suffisamment liés à l'OTAN pour engager leur armée pour aller défendre un pays balte? Théoriquement, la réponse, c'est oui, ils le feront. Concrètement, à la lumière de tout ce qui est dit, si j'étais l'Estonie ou si j'étais la Lettonie, je me poserais de sérieuses questions sur la volonté qu'ont les Américains et le président Trump de lancer les hostilités s'il fallait que ça parte en vrille à la frontière estonienne ou lettonienne ou s'il fallait qu'on abatte un avion russe. J'en suis pas du tout convaincu, moi, qu'il y aurait un jusqu'au-boutisme américain qui serait absolument derrière l'OTAN. Stéphane, merci beaucoup. À demain. Salut Mario.